chose à présenter. Voilà, Kathleen. Bonsoir tout le monde. Kathleen, merci de, voilà, elle est avec nous. Si tu as quelque chose à présenter, tu peux prendre la main pour le faire. On commence tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être encore fidèles à cette série de soutenances. C'est vraiment un marathon. Alors, ce qu'on va faire tout de suite pour notre dernière soutenance, on va accueillir Kathleen qui présente son travail intitulé Blanchiment des avoirs et gouvernance mondiale entre hypocrisie des grandes puissances et fragilité des États. Cas d'Haïti. Ce travail a été suivi par ou encadré par Jean Wilson Pierre et il sera questionné, éprouvé par le docteur Fred Célimène. Votre serviteur, docteur Providence Christophe, est dans toujours le rôle de président du jury. Kathleen, tu as 10 minutes maximum. Messieurs les membres du jury, chers internautes, bonsoir. Je suis Kathleen Etienne, je poursuis un parcours de validation des acquis de l'expérience afin d'obtenir mon diplôme. Je vous remercie pour le temps consacré à la lecture de mon mémoire. Je vais vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé « Blanchiment des avoirs et gouvernance mondiale entre hypocrisie des grandes puissances et fragilité des États, le cas d'Haïti ». Mon travail de mémoire aborde une problématique mondiale aux répercussions profondes, particulièrement visible dans les économies les plus vulnérables, le blanchiment des avoirs. Ce phénomène qui s'élève à des milliers de milliards de dollars chaque année est au cœur de la gouvernance financière mondiale. Il révèle les tensions entre les discours des grandes puissances qui prônent la transparence, dénoncent des flux illicites, alors qu'en réalité, elles en bénéficient directement ou indirectement. Dans ce tableau, les pays en voie de développement, comme par exemple Haïti, se trouvent particulièrement exposés, en subissant à la fois les effets du blanchiment et les sanctions internationales. C'est pourquoi mon travail cherche à comprendre comment ces déséquilibres affectent la lutte contre le blanchiment dans les petits pays, particulièrement Haïti. D'où ma question de recherche. Le dispositif international de lutte contre le blanchiment d'argent est-il un rempart contre la criminalité ou un levier de domination néocoloniale des grandes puissances sur les économies vulnérables comme celle d'Haïti? Pour y répondre, je me suis fixé les objectifs suivants. Analyser les mécanismes dans lesquels le système financier international contrôlé par les grandes puissances peut volontairement ou involontairement faciliter le blanchiment, identifier les faiblesses institutionnelles spécifiques d'Haïti qui en font une cible ou un maillon faible dans cette chaîne, et enfin, évaluer l'efficacité réelle des cadres réglementaires nationaux et internationaux, suggérer des pistes d'orientation stratégique pour une lutte plus équitable, adaptée aux spécificités mondiales, nationales et respectueuse de la souveraineté. Mon travail s'appuie sur des concepts clés tels que la gouvernance mondiale, les paradis fiscaux, les normes anti-blanchiment édictées par des organismes comme le GAFI et la théorie de dépendance ou de vulnérabilité des États. J'ai également examiné la littérature sur les flux financiers illicites et l'impact sur la stabilité de l'État. Mon étude a adopté l'approche qualitative descriptive, combinant l'analyse documentaire et l'étude de cas. Les outils utilisés sont un questionnaire répondu par 59 personnes, professionnels et citoyens, l'analyse documentaire, rapport ONU, GAFI, FMI, UNSCC, etc. J'ai privilégié l'approche critique institutionnaliste pour déconstruire les discours et les pratiques. La collecte des données s'est faite par l'analyse de rapports institutionnels.
l'examen de législation nationale et internationale, la consultation d'articles académiques et de presse spécialisés sur le blanchiment, la corruption et la situation haïtienne. Les données ont été soumises à une analyse thématique et comparative, cherchant à dégager les patterns entre les discours officiels, les instruments réglementaires et la réalité des flux financiers. Voici quelques données pertinentes des résultats de notre questionnaire. Parmi les répondants, 74,6% sont des hommes et 25,4% des femmes, ce qui traduit la réalité haïtienne, le déséquilibre de genre. Les résultats montrent une forte défiance envers l'efficacité actuelle de la lutte contre le blanchiment en Haïti, 50,8%. 62,7% l'aperçoivent comme un outil de domination, traduisant un regard critique sur son instrumentalisation géopolitique. 64,4% estiment que les institutions haïtiennes sont faibles et politisées. Et 93,2% dénoncent la dépendance du système judiciaire. 81,4% appellent à repenser le dispositif international. Et enfin, 91,5% considèrent que cette lutte est une arme à double tranchant, car bien qu'elle vise à assainir les flux financiers, elle peut aussi nuire aux États fragiles en renforçant les rapports de force inéquitables. Le cas d'Haïti montre une fragilité institutionnelle économique chronique caractérisée par la faiblesse de l'État à faire appliquer la loi. L'exemple de 2 cas emblématiques étudiés, celui de Guy Philippe, illustrant le blanchiment de millions de dollars issus du trafic, rapatriés sans restitution des fonds à Haïti, et la famille des Duvalier, plus de 5 millions de dollars américains gelés en Suisse, jamais retournés, révèlent les limites de la coopération internationale et la faiblesse des mécanismes haïtiens. Une corruption endémique, une économie largement informelle combinée à l'instabilité politique, rendant le pays particulièrement perméable au réseau de blanchiment. Ce graphique met en évidence que malgré les efforts législatifs, les défis structurels d'Haïti limitent drastiquement l'efficacité des mesures anti-blanchiment, le rendant une cible facile. L'enquête montre une faible confiance envers les institutions haïtiennes, UCREF et ULCC. Les flux illicites soutiennent parfois l'économie informelle. La dépendance internationale fragilise les efforts de gouvernance locale. Mon analyse a révélé que si la grande puissance prône une lutte acharnée contre le blanchiment, les mêmes juridictions qui émettent des sanctions sont souvent les sièges des sociétés écrans et des mécanismes financiers qui facilitent l'évasion fiscale et le blanchiment. Les flux illicites transitent souvent par les centres financiers réputés sûrs qui manquent de transparence sur les bénéficiaires effectifs. Les fonds blanchis ne restent pas dans les États fragiles, ils sont réinjectés dans le système global, souvent via des places financières puissantes mais opaques. L'ajout forfelu des délits de crimes financiers à la liste de blanchiment, comme par exemple la fraude fiscale vraiment néfaste pour les pays, est volontaire et prouve que les grandes puissances utilisent les normes internationales comme outil de recherche tout en imposant des exigences irréalistes aux petits pays, renforçant ainsi leur dépendance et leur vulnérabilité économique. Limites et perspectives. Comme toute étude intellectuelle, ce travail présente certaines limites inhérentes à la recherche. D'abord, l'absence d'archives fiables en Haïti et la faiblesse de collecte locale de données ont rendu l'accès à l'information difficile, contrastant avec la disponibilité des sources internationales. L'accès limité à des données financières et confidentielles, la taille restreinte de l'échantillon et le contexte institutionnel instable ont pu influencer les réponses recueillies. L'impossibilité de mener des entretiens approfondis avec des acteurs clés du secteur en raison de la sensibilité du sujet. Et enfin, l'analyse s'est centrée sur Haïti, limitant l'exploration comparative approfondie avec d'autres pays du Sud. Ces limites ouvrent la voie à de futures recherches. Il serait pertinent d'approfondir l'analyse des flux financiers illicites spécifiques à Haïti via des études de cas ciblés,
développer une base de données nationale centralisée et accessible, conduire des enquêtes à plus grande échelle pour renforcer la représentativité des résultats, évaluer l'impact des récentes réformes législatives sur les flux, examiner le rôle des technologies émergentes. En conclusion, mon étude démontre que la lutte contre le blanchiment des avoirs est un combat inégal pour Haïti. La fragilité interne du pays est exploitée par plus d'un qui bénéficient indirectement ou directement des failles de transparence du système financier international lui-même, où les grands sont souvent irréprochables. Cela crée un cercle vicieux où les efforts nationaux sont toujours minés par des dynamiques internationales. Ce travail contribue à une meilleure compréhension des interactions entre la gouvernance mondiale et la résilience des États fragiles face au blanchiment des avoirs. La lutte contre celui-ci en Haïti étant inefficace, sans indépendance institutionnelle ni soutien sincère des partenaires, il lui faut une réforme profonde centrée sur la souveraineté, la redevabilité et la transparence, impliquant la société civile, renforçant les institutions et révisant les relations internationales. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre avec plaisir à toutes vos questions et échanger sur ce sujet combien important. Merci. Merci, Kathleen, pour l'exposé. Tu as respecté la consigne. C'est très bien. Je passe la parole au rapporteur d'abord, le docteur Fred Sédimen. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à la candidate. Et ce que je vais dire à la candidate, c'est le silence n'a jamais résolu, ou plutôt, le silence n'est pas un mode de résolution des contradictions. Quand la candidate a soumis son travail, je lui ai fait des remarques qu'elle a rendu son travail, parce que tous les membres du jury peuvent voir qu'elle n'a pas respecté les règles qu'on lui a proférées. Et quand je lui ai fait la remarque, elle a décidé de ne pas répondre à mon mail. Elle a disparu. Silence complet. Silence complet. Elle ne m'a jamais dit, je corrige, je vous renvoie, je le corrige, je le fais. Non, elle a disparu. Alors que ça lui aurait fait énormément de bien de prendre en compte mes remarques, elle aurait eu un travail beaucoup plus présentable. Parce qu'il n'existe pas de mémoire avec des tableaux et des graphes avant les résumés. Des tableaux, des graphes, il y en a qui sont intéressants. Ça ne veut pas dire que les graphes, oui, sont inintéressants. Ce n'est pas la question. La question, c'est la place. On ne met pas avant l'introduction, on ne met pas des pages et des pages de tableaux. Les tableaux se trouvent soit dans le corps du texte, soit en annexe. Parce que vous avez droit à mettre des annexes. Après la bibliographie, on peut mettre les tableaux, les annexes, ou dans le corps du travail, ou dans le corps, on a le droit. D'accord? Mais pas avant l'introduction générale, surtout que les tableaux ne sont pas commentés. Ils sont mis à la queue leu sans être commentés. Ceci dit, les autres parties, chapitres et tout, d'ailleurs, la notion de paragraphe, Kathleen ne connaît pas la notion de paragraphe. Elle connaît des sections et des chapitres. Elle n'a pas ouvert le périmètre pour voir. Tu auras la parole. Elle ne met pas de paragraphe 1, 2, 3, non. Section. Elle s'arrête à la section. Il y a des règles qu'il faut respecter.
son exercice oral pourrait être mieux si elle ne produisait pas notre intervention de persiflage. Je ne fais pas faire de remarques comme ça. Quand Julie prend la parole, on prend la parole, tu écoutes, tu notes, et puis tu vas répondre. Parce que justement, l'exercice oral sert à ça. Il sert à permettre au candidat de répondre, parce que les membres de jury peuvent mal interpréter ou mal comprendre soit un texte écrit, soit une intervention orale. Justement, le jury est là pour passer la parole à la candidate pour qu'elle puisse intervenir. Donc, je pense que son intervention orale a été correcte. On voit la progression dans ça, mais on ne voit pas où elle va en venir. J'ai deux questions subsidiaires. C'est une licence en droit ou une licence en économie qu'elle veut faire. Ça, c'est une question subsidiaire. Peu importe, hein, mais histoire de savoir dans le débat comment on doit l'aborder. Est-ce que si elle veut, parce qu'on peut faire ce travail-là sous l'angle économique, comme sous l'angle juridique. On peut le faire sur les deux. Donc c'est juste pour savoir, pour que je comprenne un peu mieux. Deuxièmement, l'étudiante reconnaît qu'elle a saisi l'opportunité qu'offre l'IS qui permet de concilier une activité professionnelle et des études. Elle le reconnaît. Donc ça veut dire qu'elle devrait tirer parti au maximum de ça. Et la deuxième question subsidiaire, quelle est l'activité professionnelle que fait la candidate? Est-ce qu'elle est dans le milieu du blanchiment? Est-ce qu'elle travaille dans une institution bancaire? Ça aussi, ça influence les questions par la suite. Vous voyez? Donc, ça, elle pourrait répondre à ça déjà. Et parce que je le dis déjà, la forme, il faut revoir le canevas, revoir la rédaction, mettre les choses chapitre, section, paragraphe. Hein? Et puis, ne pas mettre la table des matières, n'importe comment, etc. Donc, ça, c'est la forme. Donc, il faut respecter. Donc, une question de fond, j'ai peur de ne pas avoir compris complètement. Qu'est-ce que Kathleen voulait exprimer à travers ça? Est-ce que c'est simplement, parce que parfois j'ai eu l'impression, est-ce que simplement nous dire qu'il y a des centaines de millions, des milliards qui sont blanchis dans de nombreux pays, y compris les pays en voie de développement, et particulièrement en Haïti? Oui, ça on le sait déjà. Ou est-ce qu'elle voulait nous parler d'autre chose, hein, ou nous faire comprendre d'autre chose que je ne maîtrise pas complètement? Tu vois, c'est un peu des questions comme ça, et puis on reviendra par la suite, si l'occasion se présente, de revenir sur d'autres choses. Monsieur le Président, voilà le premier round. Merci. Kathleen, tu peux répondre très rapidement. Merci. Aux premières questions, il y en a d'autres. Hein? Moi aussi, j'en ai. Merci, docteur Célimène. Merci, docteur Providence. Je vais essayer de répondre à vos questions. D'abord, j'ai fait les corrections. Peut-être que vous n'avez pas reçu les derniers mails, mais j'ai apporté les corrections que vous m'aviez dit. À chaque fois, j'ai apporté les corrections. J'ai fait les corrections. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier mail que je vous ai envoyé. Tu avais systématiquement 3 personnes à mettre dans ton mail. Ton directeur de mémoire, ton secrétaire pédagogique et moi. Moi, je n'ai pas reçu. Il n'y avait que 3 personnes. Oui, mais... Personne d'autre. Oui. Et personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. 3 personnes, 3 documents. 2 versions de mémoire, PDF ROM, et l'autorisation de dépôt de ton directeur.
et envoyer à ton secrétariat pédagogique qui gère dans le drive les mémoires, et moi que je contrôle, non pas que je sois le super directeur de mémoire, c'est pas mon rôle, hein. Le directeur de mémoire reste le patron du mémoire. Moi, je ne suis pas le super directeur de mémoire. Je regarde si les règles de l'institution, les règles académiques de l'institution sont respectées, mais je ne suis pas super directeur. Ton directeur reste ton directeur. Et moi, c'est pour ça qu'il faut me mettre en cause. Chacun a son rôle. Et quand un directeur de mémoire voit en même temps quelle est la version définitive que tu as déposée pour l'assistance. C'est un peu ça. C'est pourquoi on vous dit. Et je ne sais pas pourquoi, systématiquement, tu n'as pas accepté d'envoyer aux 3 personnes. Je ne sais pas pourquoi. On te demande 3 documents, 3 destinataires. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ah, mais si tu peux me l'envoyer, que tu vois. Voilà. Après je l'ai fait. Je peux toujours le refaire, mais je l'ai fait. Non, mais ce n'est pas la peine de faire ça tout de suite, puisqu'il y a des corrections à faire. Hein. Il y a des remarques sur ton document. Voilà. D'accord, d'accord. Oui, oui, docteur. Et puis, la deuxième question, je suis employé de banque. Ah, d'accord. Donc, ça justifie le sujet. Ça justifie le sujet. Oui, ok. Non, mais j'ai rien contre. J'ai rien contre les employés de banque. Hein. C'est juste pour savoir dans quel cadre tu faisais ce travail. Et ça éclaire un peu. C'est pourquoi je pose la question. Donc, tu travailles dans les banques, tu es une professionnelle de la banque, donc tu as un peu des formations de culture sur ces sujets-là que nous n'avons pas toujours. Et concernant la licence, tu es plutôt en droit ou en économie alors pour faire ce sujet? En économie. D'accord. Alors, c'est ça l'économie et que tu veux poursuivre dans ce dossier-là. Il y a plein de travaux théoriques là-dessus. Bon, on ne va pas demander trop de travaux théoriques en L4. Hein. On n'oublie pas que nous sommes en licence. Nous ne sommes pas en master ou en doctorat. Mais si jamais ce genre de sujet, tu voulais prolonger, tu voulais prolonger ce type de travaux, il y a plein de travaux théoriques là-dessus. Hein. Et donc, c'est pas ça qui manque. Quoi, tu vois. Donc, aussi bien en langue anglaise qu'en langue française. Donc, c'est pour ça. Comme je n'en ai pas vu beaucoup dans ton travail actuel, je veux que tu saches que ça existe. Hein? Peut-être que tu vas changer de sujet si jamais tu passes en master, si jamais tu veux faire un master, si jamais tu veux faire un mémoire en master. Je veux t'alerter que si tu veux prolonger, là, il y a beaucoup de travaux théoriques là-dessus. Voilà. Et donc, j'avais une autre question sur qu'est-ce que tu voulais nous dire exactement dans ton approche. Alors, ce que je voulais montrer à travers ce sujet, c'est que pour nous autres, comprendre ce phénomène est essentiel pour pouvoir renforcer notre gouvernance, parce que c'est un sujet pluridimensionnel. Pouvoir le comprendre et ça peut aider à renforcer la gouvernance, restaurer la souveraineté financière et protéger l'économie. Ça peut aider sur la politique, sur l'économie. C'est ça, c'est transversal, ça traverse, c'est dans tous les points, à tous les points. Pour contenir ces mouvements pernicieux, hein, blanchiment, c'est pernicieux, c'est pas une bonne chose, c'est pas vertueux, c'est pas du tout quelque chose de vertueux. Donc, pour contenir ce phénomène, tu penses qu'il n'y a pas les outils juridiques et les outils dans le code pénal pour ça, ou tu penses que c'est insuffisant, les outils qui existent pour contenir ce que tu décris, ce que l'on comprend? Est-ce qu'il existe déjà des outils pour ça dans le pays, en Haïti? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant, c'est ce qui existe. Et ce que nous en avons, on ne les pratique pas vraiment. C'est rester sur du papier. Donc, c'est pas que ça soit insuffisant. C'est insuffisant,
C'est insuffisant, mais ce qui existe, on ne l'exploite pas vraiment. Je peux pas dire, alors, ou bien si on l'exploite, c'est surtout pour les petits. Les grands, on s'en fout pas mal. Tu ne peux pas dire qu'un environnement est insuffisant, un environnement juridique et pénal est insuffisant, alors que, comme tu le dis toi-même, on n'a pas épuisé, on n'exécute pas. On l'exécute pour les petits, comme tu dis, pour reprendre ton expression. On ne l'utilise pas. Donc, tu ne peux pas dire, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la fuite en avant. Quand on n'applique pas quelque chose, on veut créer d'autres choses encore. On crée d'autres choses encore. Et on crée, mais on ne se dit pas. Et si on exécutait ce qui existe déjà? Et si le pénal fonctionnait, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'ajouter des choses. Peut-être, j'en sais rien. Mais je voulais te dire, d'un point de vue intellectuel, la fuite en avant n'est pas une démarche intellectuelle. C'est-à-dire, on doit épuiser ce qui existe, comme toi-même tu l'as dit, on n'épuise pas. Et si on applique certaines choses, ce n'est pas pour tout le monde, alors que tu dois savoir qu'une loi, c'est pour tout le monde. Que je sois femme, homme, blanc, noir, catholique, musulman, peu importe, la loi dans une république comme la République d'Haïti, la loi, c'est pour tout le monde. Donc, comme tu le dis toi-même, c'est fait pour les petits, pas pour les grands. Bon, mais essayons de l'appliquer pour les petits et pour les grands. Donc, c'est sans penser à une sorte d'augmentation, de course en avant, de fuite en avant, de règles, de lois, etc. Création de l'ILCC, création du ceci, de création de cela, où chacun a un poste où il fait semblant de régler les problèmes, mais qui ne règle rien. Comme toi-même, tu le dis, hein, c'est pas moi qui dis, c'est toi qui dis que ça ne règle rien. Donc, ne demande pas de créer d'autres. Demande plutôt d'appliquer, de faire exécuter ce qui existe déjà. Et on dira qu'il faut en faire d'autres. Ça, c'est une démarche scientifique. Très bien. Merci, Monsieur le Président. OK, très bien. Cet échange. Je crois que je vais faire mes remarques pour rester sur cette lancée-là avant de passer la parole à l'encadreur qui va nous expliquer, qui pourra nous expliquer la collaboration qu'il a eue avec Kathleen. Alors, Kathleen, j'ai peur de plusieurs choses en lisant ton texte. J'ai eu peur. Premièrement, ton sujet-là me semble trop vague. Déjà, le sujet. Et ceci est tellement vrai, tu as même tenté d'appliquer, en tout cas de t'appliquer à analyser deux cas. Deux cas. Tu l'as dit, et même dans ton exposé, tu as pris d'abord le cas des Duvalier. Tu confirmes? Tu peux répondre si je ne me trompe pas. Et le cas de Guy Philippe, c'est ça? Oui. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui justifierait ces cas-là quand on sait que après Duvalier, c'est à ce moment-là avait commencé cette grande fuite de Pourquoi ça? Pourquoi ce choix déjà? Comment tu peux justifier vraiment pour montrer que ça, c'est grave? Moi, pendant que comme tu as pris Duvalier et Guy Philippe, ben, il y a plein de choses, Petro-Caribé, plein de choses, Moi, je me demande pourquoi. Je t'écoute là-dessus. Pourquoi ça? Bon, merci, Docteur Providence. Alors, j'ai choisi ces deux cas. Alors, j'ai choisi, c'est parce que je voulais faire, à travers mon sujet, je voulais expliquer que le blanchiment d'argent, c'est mauvais. Le blanchiment d'argent, le blanchiment est mauvais. Mais il y a une comment je dirais, les organisations internationales édictées par les grandes puissances essayent de nous dominer en nous édictant des lois.
je n'ai pas pris, et parce que j'ai voulu faire une décantation. Le blanchiment d'argent serait surtout pour la question de drogue, la cigarette, la prostitution. Mais je voudrais qu'on ne mette pas la fraude fiscale avec le blanchiment d'argent. Parce que la fraude fiscale, c'est plutôt pour moi, c'est un crime financier. Tu confirmes mes inquiétudes, hein, Kathleen, tu ne me rassures pas. Hein? Parce que premièrement, on dirait que tu mélanges tout, un peu, hein, tout, même. Pourquoi je te dis ça? Quand tu choisis un cas, peu importe le cas en question, il faut justifier pourquoi. En quoi ce choix-là serait pertinent par rapport à ce que toi-même tu veux démontrer. D'accord? Moi, je croyais que tu allais me dire que peut-être pour ces cas-là, les données existent. Peut-être pour ces cas-là, il y a eu quand même un ensemble d'actions, etc., etc. D'accord? Parce que ce qu'il y a, c'est que il faut, quand tu traites un sujet, il faut que déjà, ça se comprend, hein, déjà dans la formulation de ton sujet. C'est de là, hein, et c'est pour ça que je m'étais dit, il faut être modeste et ne pas prétendre que, bon, moi, j'ai ma petite idée et que je voudrais que tout le monde se mette à faire ce que moi j'ai en tête, à agir comme moi-même je l'aurais suggéré. Non, attention, c'est ce qu'on appelle le recul, la neutralité. Il faut prendre beaucoup de distance par rapport à l'objet d'étude. Parce que tu peux, comme moi, être victime de ces genres de comportements, oui. Tu travailles dans les banques, oui. Mais ça ne t'autorise pas à imposer ta volonté à quiconque. Hein. Tu n'as pas ça. Le chercheur doit être neutre. Je n'ai pas ressenti ça, cette neutralité. D'accord? Donc, je t'invite à faire attention parce que quelqu'un aurait pu te dire, bon, oui, Duvalier, ok. Guy Philippe, comment tu peux justifier ça? Quelles sont les données dans ton travail qui te permet de dire telle ou telle chose, d'affirmer quoi que ce soit? Ce n'est pas évident. Et puis l'autre inquiétude que j'ai, c'est par rapport à l'enquête que tu as menée. Ces gens-là se trouvent où? Les personnes que tu as interrogées, tu as interviewées. Dans toutes les... Où ça? Dans toutes les... Un peu partout, il y a dans les provinces, à Port-au-Prince. Dans les provinces. Où ça? Où? La question est claire. Il y a, je ne sais pas moi, 5 au Cap-Haïtien, 10 marchés, je ne sais pas où. À Jérémie, à Port-au-Prince, et puis j'ai 2 ou 3 de l'extérieur. Non, mais tu vois, là encore, il faut préciser les choses. Dans le texte, hein, il faut que ça soit clair. Et quand tu choisis, par exemple, des personnes à Jérémie, pourquoi Jérémie? Pourquoi pas Okaï? Pourquoi pas Cap-Haïtien? Pourquoi pas Port-au-Prince? Pourquoi des gens de l'extérieur? Il faut justifier. D'accord? Il faut toujours justifier. J'avais donné à l'ensemble, à tous ceux que je connaisse, mais tous n'ont pas répondu. Il y a aussi au Cap, mais c'était pas. Il y a un du Cap, mais tout le monde n'a pas répondu. J'ai distribué le questionnaire à tout le monde, à tous ceux qui peuvent répondre, tous les professionnels, à tous les professionnels, voilà, à tous les professionnels que je connaisse. À tous les professionnels que je connaisse. C'est déjà très grave. Tu résumes les professionnels à ceux que tu connais. Tu vois, donc c'est terrible. Il faut justifier. Et je t'invite à faire ça. Parce que ça manque. Quand tu fais un échantillonnage, bon, l'échantillonnage peut ne pas être représentatif. Hein? Ton échantillon peut ne pas être un échantillon représentatif. Ce n'est pas ça qui compte. Sauf que, même en choisissant
délibérément à partir de tes propres critères tel échantillon, tu dois quand même justifier pourquoi ces critères-là. Si tu dis par exemple, c'est tes connaissances, les gens, etc., de ton milieu, tu dois justifier pourquoi. Parce que tu ne peux pas déclarer, oui, les gens que je connais. Non, il faut justifier dans ton document. Peut-être c'est par rapport à, je ne sais pas moi, au caractère même de l'étude, les gens qui seraient un peu méfiants, qui ne voudraient pas répondre, etc., etc. Mais tu dois justifier. On est dans la démonstration. D'accord? Et moi, à ta place, j'aurais enlevé cette question de Duvalier, de machin. Hein? J'aurais viré ça carrément parce que ça ne t'arrange pas. Parce que ces gens-là, autre question qu'on pourrait te poser, mais ces gens-là, par rapport à ces deux cas-là, qui sont-ils? Quel est le rapport entre les personnes qui répondent à tes questions et ces deux cas évoqués explicitement dans ton texte? Est-ce que tu vois? Donc, il n'y a pas de lien. Parce que si c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait été, disons que quelqu'un est pro, je ne sais pas moi, parce qu'on peut t'accuser, hein? On peut te dire, ben, cette dame-là, elle travaille pour je ne sais quel groupe. Non, mais je ne les ai pas indexés, docteur. Mais pourquoi que ces deux-là dans ton texte? Ce sont uniquement les deux cas? J'ai voulu expliquer que et on a reproché à M. Philippe de blanchir de l'argent. Il est parti, on l'a arrêté, et on n'a rien reproché aux autres dirigeants? Et on n'a pas donné d'explication vraiment au pays d'où il vient. Non, tu vois, tu t'enfonces. Tu fais une affirmation. Parce que c'est quoi? Écoute bien. Et ça, c'est vraiment pour te protéger d'ailleurs. Le chercheur, il doit être neutre. D'accord? Bon. On est dans le temps, hein? Dans l'histoire d'Haïti. Tu as pris Duvalier. OK. D'accord? On a reproché à Duvalier. Très bien. Tu as pris l'autre. On a reproché à un tel. Mais entre les deux, il y a d'autres reproches. Il y a d'autres personnalités qui sont indexées. Pourquoi évoquer ces deux cas-là, tandis que dans l'histoire du pays, il n'y a que ça? Tu comprends? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Soit tu fais une analyse, tu fais une analyse chronologique et tu montres qu'il y a tel scandale, de telle période à telle période. À ce moment-là, tu prends tout le monde. D'accord? Et tu pourras citer tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas. D'accord? Ce que je voulais dire, l'argent qui pourrait être utile à Haïti, qu'on a gardé ailleurs, les cas, il y a des cas récents, par exemple, le cas de Petro-Caribé, mais on n'a pas encore vu, on n'a pas encore parlé de où se trouve cet argent. Mais pour l'argent, ces cas-là que j'ai mentionné, on a parlé que cet argent-là se trouve à tel endroit. Or, cet argent-là aurait pu se trouver à Haïti. Qui ça on? Qui on? On a parlé, c'est qui? Les références. Tu dis on a parlé, on, c'est quoi pour toi? Qui dit ça? Quelles sont tes sources? Tu vois, tu fais un travail objectif. Si tu as des doutes, tu analyses un comportement global, tu peux ne pas déjà nommer qui que ce soit. Mais tu montres une tendance qu'il y a en Haïti. Mais dès que tu dis, on a dit Duvalier, mais qui ça on? Il faut regarder la qualité des sources. Également. Donc, ce n'est pas parce que dans les médias, il y a un journaliste qui parle de un tel que toi, tu es autorisé à répéter ce qu'il dit dans un mémoire de recherche. D'accord? Moi, je t'aurais suggéré d'enlever ces côtés-là parce que ça n'apporte rien du tout. Au contraire, ça t'attire. Hein? Ça peut t'attirer les foudres des sympathisants de ces gens-là.
Même les duvalieristes. Hein? Parce que tu as dit entre les deux périodes, mais il y a tellement de choses qu'on a connues entre les deux périodes. D'accord? On a connu coup d'État, Aristide deux versions, Préval, et tu as parlé justement de Petro-Caribé, mais Petro-Caribé, ça a commencé, hein? C'est entre les deux périodes, hein, ça a commencé. Donc, tant que tu n'as pas de source fiable, d'accord, tu ne peux pas t'amuser à citer des choses dans le mémoire. D'accord? Soit tu mènes l'enquête toi-même, donc ce sont des sources primaires, des données primaires que tu as collectées toi-même, ce que tu as bien tenté de faire à travers l'enquête que tu as menée. Tu analyses ce que les uns et les autres te disent. D'accord? Mais si tu t'attaques à des données secondaires, à ce moment-là, il faut regarder la qualité des données. La source. D'accord? Il faut regarder la source. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas dire que c'est un rapport du LCC, parce que ça, c'est une source institutionnelle. C'est dans un rapport de la BRH. C'est dans un rapport de je ne sais quelle institution, légalement établi. Est-ce que tu vois? À ce moment-là, c'est un document officiel. Tu peux citer un document officiel. Mais si c'est les gens qui racontent des choses et que tu ne peux pas te référer à... Tu ne peux pas avancer quoi que ce soit. D'accord? Il faut vraiment être modeste, précise ton sujet. J'inviterai avec ton directeur de mémoire. Hein, il faut vraiment que tu regardes. Moi, je partirai du principe que tu as des données de terrain que tu as toi-même collectées. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, si tu as interrogé Christophe Providence, ou du moins les étudiants de l'IUS, d'accord? Eh bien, dans ton sujet, il faut clairement montrer que ce que tu vas faire, comme tu réalises comme travail, d'accord? Eh bien, c'est des étudiants de l'IUS. Ça s'appelle la précision. Et bon, je ne sais pas, je ne crois pas t'avoir vu dans mes cours de méthodologie. Je rappelle qu'un bon sujet de recherche respecte 4 critères simultanément. La clarté, la précision, la concision et la faisabilité. Par exemple, si on veut analyser cette question de vol, etc., etc., mais est-ce qu'on a les données? Est-ce qu'on dispose des données? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de faisabilité qui va être posé. Tu vois, donc, fais très attention. Heureusement, tu as la possibilité d'améliorer, de peaufiner ton travail. D'accord? Mais il ne faut pas non plus... moi, à ta place, je me méfierais des sources hein, qui ne sont pas crédibles et qui existent pourtant. Hein, qui existent, hein, mais qui ne sont pas crédibles. On a dit hier, dans le cours de méthodologie, hein, par ordre d'importance, hein, les sources, on avait dit les articles scientifiques, on avait dit, rappelle-toi, hein, les actes de colloque, conférences internationales, on avait dit les ouvrages académiques, etc., etc. On a même dit, on a parlé des documents officiels. Si tu n'as pas de document officiel pour dire que c'est dans un rapport du PNUD, c'est dans un rapport de machin, tu ne peux pas venir parce que tu as entendu ça à la radio. Hein. Tu ne peux pas dire ça dans un document. Hein. D'accord? Je t'invite à faire attention et à enlever cette partie-là parce que ça n'apporte rien. Franchement, ça n'apporte rien à l'analyse. D'accord? Ton analyse est fondée sur ce que les uns et les autres, dans ton enquête, auraient apporté comme compréhension de l'affaire. Et tu as bien fait de sélectionner à la fois des gens qui sont en responsabilité, d'accord, et d'autres personnes. Eh bien, appuie-toi sur ce qu'ils ont dit. OK? Voilà ce que je voulais te dire comme remarque. Et je passe la parole à ton encadreur, hein, qui doit certainement nous partager avec nous l'expérience. Hein? Wilson, est là? Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole.
Tout d'abord, je dois souligner l'importance de vos remarques. Et je crois que Madame Étienne va s'en servir pour apporter une certaine amélioration par rapport à son travail. Donc, Madame Étienne, je vous présente toutes mes félicitations pour avoir fait choix de cette thématique qui est très importante, qui est très pertinente pour le pays comme Haïti. Merci pour votre présentation. Je comprends bien votre difficulté, alors vos difficultés, parce que vous travaillez chaque jour, vous avez une famille, donc c'est difficile pour vous, comme j'ai pu remarquer ça tout au long de notre expérience. Donc, pour réaliser ce travail, malgré ces imperfections, vous avez fait des sacrifices. Vous allez à la banque, c'est ça, mais vous ne devez pas limiter votre travail par rapport à ce que vous avez déjà. C'est que vous venez d'avoir des remarques venant du président Providence et du docteur Fred Selimen. Et je suis certain que vous allez utiliser ces remarques et suggestions pour pouvoir corriger les imperfections. Donc, en ce qui a trait au respect des normes, au respect du canevas de l'UIS, donc, nous allons nous engager pour pouvoir vraiment améliorer ce travail. Donc, merci, Monsieur le Président. Et je suis certain que juste après cette soutenance, nous allons nous remettre au travail pendant de moi et Madame Étienne afin de réaliser un travail beaucoup plus pertinent. Merci. Merci. Donc, Madame Étienne, c'est à toi de... j'ai dit, pardon. Kathleen, c'est à toi de nous dire, de conclure, hein, c'est pas, voilà, de remercier les gens. Parce que pour les remarques, vraiment, il faut être modeste. Il faut les prendre en compte. Ça fait partie de l'exercice. C'est normal, d'accord? Ça n'enlève rien à l'effort, ça n'enlève rien. D'ailleurs, c'est un travail que j'apprécie beaucoup, hein, même si je trouve qu'il y a des éléments en tout cas, à préciser ou à enlever. Il faut être neutre. C'est la neutralité. On aurait pu dire, si je voulais te taquiner, j'aurais pu te dire, mais toi, tu es la valasse. Toi, tu es calé. Pourquoi tu as évité ces gens-là? Pourquoi tu n'as pas parlé de ces gens-là? Tu vois, donc, on aurait pu partir. Non, mais ils sont... Exactement, parce qu'ils sont présents sur l'échiquier politique. Alors, c'est pas peur. Donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas t'attaquer au plus faible. Tu ne peux pas t'attaquer au plus faible. Non, mais je ne l'ai pas indexé. J'ai tout simplement pensé que l'argent qui est en Suisse pourrait être en Haïti. Et s'il n'est pas en Haïti, c'est parce que la relation internationale n'est pas bonne. Pas seulement, parce qu'il y a des procédures. Il y a des procédures. Oui, alors j'ai parlé de ça. J'ai dit qu'il nous faut de vrais responsables pour pouvoir et régler ces choses-là. Et qui pourrait être, cet argent-là pourrait nous être utile. Parce que là où il est... Il y a des faux responsables, c'est ça? Bon. Oui, on t'écoute, vas-y, Kevin, on t'écoute. Alors, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de l'IUS, à mon directeur de mémoire, M. Jean-Wilson Pierre, dont la patience, la générosité intellectuelle et la rigueur bienveillante ont guidé chacune de mes réflexions. Son accompagnement constant a été une source de motivation et de dépassement. Je remercie également mon prestigieux jury, composé d'éminents professeurs, Monsieur le Président Dr Providence, Monsieur le rapporteur Dr Selimen, dont la haute exigence honore ce travail. Leur regard critique et éclairé donne à cette soutenance toute sa portée et sa valeur académique. Je tiens à exprimer un merci tout particulier à M. Fednel Vidor.
Il n'a pas seulement su faire un marketing exceptionnel pour nous ouvrir les portes de l'IUS, à moi spécialement, il a surtout été un guide. Ta patience pour expliquer les rouages du système qui paraît complexe aux novices comme moi est remarquable. Sans ces qualités, comprendre et naviguer dans ce processus aurait été bien plus difficile. Enfin, à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont nourri ce parcours, mes parents, mes amis, mes connaissances professionnelles, je témoigne ma reconnaissance sincère. Merci. Et ton amour, je suppose, il y a un amoureux quelque part. Voilà, merci pour la conclusion. Donc, ainsi s'achève la journée de soutenance. Je vous invite demain, puisque demain, il y aura 4 autres soutenances. Et je rappelle que ça va continuer jusqu'à samedi. Demain, il y aura les précisions sur les créneaux de samedi. Voilà, donc, mais nous aurons demain 4 soutenances. Je les annonce juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, comme on dit souvent. Il y aura Émanise Saint-Île demain, législation des entreprises en Haïti, enjeu dans la coordination entre MCI, c'est-à-dire le ministère du Commerce et de l'Industrie, et la DGI. Donc, voilà, c'est encadré par Zidore Fedel. Il y aura Madame Michael Maurice, aussi, mais encadré par le docteur Christophe Providence. Impact du système de crédit des microfinances sur la croissance des PME en Haïti, cas de la Caisse populaire Sainte-Anne de Campéra. Et troisième mémoire demain, toujours, même heure, même lien, c'est le mémoire de monsieur Eli Fenson Lycène Badio, analyse des pratiques pédagogiques et leurs impacts sur le développement de la citoyenneté, dirigé par Jean-Samuel Benoît. Et enfin, nous aurons Ernst Dimitri Cadet, sous la sous-représentation des femmes et des minorités sexuelles dans les manuels scolaires, dirigé par Madame Marie-Mite Duverger. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes. Je vous attends demain et vraiment bon courage. Kathleen, mets-toi au travail, remets-toi au travail pour finaliser le document. Allez, à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée.